Bonjour tout le monde. Donc, je suis Guillaume Delafont, directeur technique chez Aquare, un hébergeur web infogéreur spécialisé sur technologie Linux et plus particulièrement sur les services web. Petite présentation rapide de la structure. On s'est créé en 2003 à l'époque spécialiste sur technologie Apple pour faire de l'hébergement web sur de la techno Apple. Ce qui a duré jusqu'en 2009, jusqu'à ce que Apple arrête de faire des serveurs, où là on s'est bien entendu généralisé plus sur la partie Linux. 2011, on ouvre notre propre data center, on grossit, on commence à avoir des centaines de serveurs, et 2017, on élargit le spectre, et à la place de faire uniquement de l'infogérance sur des plateformes qui sont hébergées en interne, qu'on maîtrise de bout en bout, on commence à faire de l'hébergement, enfin de l'infogérance, de la gestion d'infrastructures chez d'autres fournisseurs de cloud, dont particulièrement AWS. Aujourd'hui, on a environ 800 serveurs physiques, des milliers de VM qui sont quasiment toutes infogérées chez nous, 1500 clients qui vont être répartis sur trois grands types de clients, bien entendu, du grand public, majoritairement en nombre, mais après de la PME qui fait du SaaS, qui développe son application SaaS, et quelques grands comptes. Alors pourquoi cette différenciation-là? Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça va impliquer un certain nombre de choses sur notre manière de faire notre stockage et de conserver la donnée pour ces différents types de clients-là. Le stockage chez Aquare. Donc on avait jusqu'à très récemment du stockage traditionnel. Traditionnel, ça veut dire de la BNetApp, de la BEMC ou autres constructeurs, mais aussi du filer plus classique sur du Supermicro. Donc les inconvénients de ces stockages vont être soit le prix. Quand on a des grosses baies de stockage EMC ou NetApp, le coût d'achat n'est pas négligeable. Le filer PC Supermicro, il est sympathique, mais on va avoir une complexité un peu plus grande à gérer la redondance sur du multifiler et faire de la réplication potentiellement multisite. L'archivage traditionnel qui était sur bande a aussi ses inconvénients et ses avantages, comme toute solution. Le stockage sur bande, c'est la gestion des bandes, c'est aussi l'externalisation, le fait qu'il faut les garder dans des endroits vraiment sécurisés, à température plus que constante pour garantir la durée de vie. Les autres solutions qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent, qui commençaient à apparaître il y a quelques années, qui sont le stockage objet, que ce soit fourni par des solutions open source comme Ceph ou OpenIO, plus récemment, mais aussi Scality en fournisseur, on va dire, intégrateur payant. Les autres grandes, que vous connaissez tous, qui sont Amazon S3, qui a lancé le standard S3 à l'époque, et aussi la partie OpenStack Swift qui fait du stockage. Chez nous, on continue à accumuler ces dernières années du filer PC, du filer NetApp pour différents clients, soit en dédié, soit en mutualisant certains nœuds. Et on s'est dit, avec l'évolution du stockage et ces nouvelles technologies qui arrivaient, donc ça c'était il y a quelques années, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Est-ce qu'on ne pouvait pas revoir notre stratégie sur la partie backup, archivage? Donc, ce qu'on va voir maintenant, là, c'est quelles ont été nos problématiques, vers quoi on est allé, et pourquoi est-ce qu'on est allé sur la partie OpenIO, bien entendu. Donc, ce qu'on cherchait, nous, c'était réduire les coûts d'achat du stockage, ne pas avoir un coût d'entrée pour chaque nouveau client qui va venir stocker, je sais pas, 20 Tera de données, acheter une baie dédiée pour ce client-là et donc lui revendre. Derrière, nous, notre business, ça va être la revente. Donc, au final, c'est le prix au giga pour le client qui était élevé. La performance pour ce type de problématique
étaient souvent surdimensionnés en prenant des bêta-étapes. La scalabilité à l'époque sur les bêta-étapes a été, sur les petites baies d'entrée de gamme, plutôt limitée et surtout coûtait très cher. Les autres points sur lesquels on a dû faire très attention, c'est la durabilité de la donnée. Comme je vous disais tout à l'heure, on a des clients qui sont des clients grands comptes, qui nous demandent de faire du stockage, voire du stockage à valeur légale. Et dans ces cas-là, on a des durées de rétention qui nous sont demandées par nos clients assez importantes. Donc, dans les contraintes sur le matériel qu'on voulait avoir et voulait utiliser pour pouvoir faire notre stockage, comme classiquement, on va regarder le coût d'achat, mais on va aussi regarder énormément la consommation électrique, qui aujourd'hui est un coût non négligeable sur le long terme du stockage. Ce qu'on cherchait aussi à faire, c'est réduire notre domaine de panne, c'est-à-dire que si on avait une baie qui lâche pour X ou Y raison, que ce soit l'alimentation, que la baie disjoncte, que la LIM, le bloc ALIM lui-même saute, ou que ce soit le disque dur en interne qui saute, on voulait ne pas perdre trop de données d'un coup, et donc avoir trop de données à reconstruire ou à récupérer d'une autre plateforme. Côté logiciel, ce qu'on cherchait, c'était quelque chose de très flexible pour pouvoir le déployer de façon complètement sur mesure chez nous. Ne pas avoir un fournisseur qui vienne installer son soft comme eux ils veulent le faire et pas comme moi je veux le faire et comme moi je veux l'utiliser. On souhaitait avoir une gestion de plusieurs sites pour avoir du disaster recovery en cas de crash complet d'un data center. Comme dans ce cas-là, c'était nous qui maintenions une grosse partie du logiciel et qui faisons les interventions basiques dessus, on voulait que ce soit simple à maintenir et avoir une gestion des pannes qui soit très claire pour ne pas chercher pendant des jours et des jours des solutions à des pannes ou à des erreurs qui pouvaient paraître abscondes au premier abord. En plus de toutes ces contraintes-là, on avait aussi la contrainte réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cluster lorsqu'on écrit une donnée ? Quelle est la bande passante qu'on va utiliser sur le site principal? Quelle va être la bande passante qui va partir sur le deuxième site? Et indirectement, quels sont les coûts qui sont engendrés par cette consommation de bande passante? Donc, nous, on a choisi de partir avec le stockage objet OpenIO pour un grand nombre de raisons différentes. Déjà, c'est indépendant du matériel. Genre vraiment indépendant du matériel. On peut aussi bien faire tourner ça sur des serveurs ARM qu'on a pu voir tout à l'heure, que sur de l'Atom, que sur du Xeon. Ça fonctionne vraiment bien partout, grâce à leur faible consommation de RAM, CPU. Le fait d'avoir dans l'architecture d'OpenIO ce qu'ils appellent le no rebalancing, c'est-à-dire que lorsqu'on ajoute un nouveau nœud, ce nœud-là intègre le cluster sans avoir besoin de rebalancer et donc de réécrire sur le réseau les données pour les répartir, c'était quelque chose de très important pour nous, parce que ce qui dit réécriture d'un grand nombre de données dit beaucoup de trafic réseau, et donc dit des switches qui coûtent potentiellement beaucoup plus cher, etc. La partie scalabilité d'OpenIO qui nous permet de partir d'une petite machine, plutôt 3, 4, 5, 6 au départ, mais de pouvoir grossir très facilement jusqu'à des dizaines de terras, centaines de terras, voire du péta, était intéressante, contrairement à d'autres solutions qu'on a pu tester. En particulier, je pense à Ceph, qui fonctionne très bien pour un certain nombre de use cases, mais par contre, qui scale difficilement de la dizaine de terras au péta. On va plutôt partir directement sur des infrastructures qui vont être designées dès le début pour être à des centaines de terras pour monter au péta. Point positif supplémentaire sur cette solution, c'est open source. Donc on est capable d'aller voir comment est-ce que c'est développé, quelles sont on va dire la roadmap prévue publiquement sur le GitHub. Bien entendu, il y en a une deuxième interne qui est plus cachée, mais ça nous permet d'avoir une visibilité sur le projet beaucoup plus grande que ce qu'on peut avoir avec un
un projet closed source. Alors, chez Aquarey, on utilise plusieurs API différentes, en particulier S3 et Swift. Donc ça tombait bien, on avait une compatibilité avec ces deux protocoles dans OpenIO. La partie Swift, en particulier, nous intéresse énormément parce que nous, on a besoin de pouvoir faire écrire des applications qui ne connaissent pas ces API-là, qui ne connaissent pas l'object storage, via une gateway qui va transformer en fait la partie object storage vers du système de fichiers. Donc toutes les applications aujourd'hui qu'on avait qui faisaient du stockage, de la backup sur leurs disques locaux ou leurs disques NFS vont pouvoir continuer de fonctionner sans avoir besoin de remettre en cause tout notre parc préexistant. Donc ça, c'est une gateway qu'on a développée il y a quelques temps. Elle est aussi en open source sur GitHub. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé ou à en parler après. Alors, le cluster tel qu'il a été mis en place chez nous, c'est un cluster qui est dual site. On va écrire 2 copies du fichier d'un côté, une seule copie de l'autre. Donc on a une réplication classiquement en x3. On a choisi des machines en fait, qui étaient des anciennes machines clientes à nous, qui sont sorties de la production tout simplement parce que les clients n'en voulaient plus, elles étaient vieilles et plus à jour, on va dire, pour être capables d'être vendues après. Donc on a récupéré des anciennes machines. Ces anciennes machines-là, elles étaient dans le stock, on s'est dit, on va essayer de les réutiliser. L'un des problèmes qu'on avait sur ces machines-là, c'est que c'est des atomes, en particulier sur le site primaire, des atomes D525 qui sont quand même des CPU très très faibles. Donc tout ce qui va être object storage type Ceph ou Scality ne vont pas pouvoir tourner dessus parce que beaucoup trop gourmand en RAM. On est limité à 4 Go sur ces machines-là. En CPU, parce qu'on est sur des CPU qui sont à moins de 2 GHz, à 1,6 ou 7, si je me rappelle bien. D'autre part, les disques durs qui étaient inclus qu'on avait déjà en 2,5 pouces sur ces machines-là, c'était des disques durs 5400 tours minute. Donc, l'ensemble de ces caractéristiques de ces machines qu'on avait en stock nous ont poussé à choisir OpenIO du fait de la faible consommation CPU RAM de cette solution-là. Alors, on aurait pu continuer de l'autre côté sur le site secondaire à faire la même chose. Seulement, en fait, tout simplement, on n'avait pas assez de machines pour faire la même chose sur le deuxième site. Par contre, on avait d'autres types de machines, plus vieilles, avec cette fois-ci du vieux Xeon, mais beaucoup plus de disques. Là, ce qu'il faut voir, c'est que le domaine de panne qu'on avait et qu'on voulait réduire pour ne pas perdre trop de données d'un coup lors d'un crash, a été réduit à 3 disques durs par machine sur le site de prod. 3 disques durs de Tera, ça fait voilà, il y a à peu près 6 Tera de données qui sautent si on a une machine qui crame. Ça se reconstruit rapidement sur le réseau. Forcément, de l'autre côté, on a 24 disques. Si ça saute, c'est beaucoup plus dur. Mais par contre, c'est notre site de backup. Vraiment le site secondaire. Sachant que cette infrastructure est chez nous utilisée aujourd'hui pour faire du backup déjà. Donc le cluster OpenIO, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le cluster OpenIO, c'est tout ça. Donc ça paraît un peu complexe, mais là-dessus, on a plusieurs groupes qui se distinguent bien. On a vraiment le cœur du produit qui est là au centre, en blanc, qui est le stockage réellement des données, et le cluster OpenIO. Donc c'est là-dedans qu'il y a le système de la conscience. La conscience dans OpenIO, c'est le système qui va pouvoir scorer tous les scores, qui va pouvoir scorer tous les services dont on parlait tout à l'heure, donc que ce soit les services de stockage en RAW-X, les services de méta 1, méta 2 et méta 0 pour stocker les métadatas. À côté de ça, on a une plateforme OpenIO OIOFS, dont il va y avoir une présentation de tout à l'heure aussi, qui permet justement de faire un export de votre système objet en système de fichiers. On a une deuxième, parce que j'en parlais tout à l'heure, gateway, qui fait aussi de l'export
vers du système de fichiers. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière. OpenIO AFS est plugué directement sur le cœur de la solution. Donc c'est quelque chose qui est intégré quasiment au stockage objet. C'est-à-dire que l'export système de fichiers est fait localement au cluster. Cloud Gateway est une plateforme, enfin une gateway pareil, qui va transformer l'objet en fichier, mais qui par contre qui peut être mise à distance. C'est-à-dire qu'on peut avoir le cluster OpenIO sur Paris et une gateway par exemple à Marseille qui va donner donc, accès à une branche de la structure au cluster OpenIO tout en ayant des performances locales correctes avec le caching. Donc c'est deux utilisations différentes. On peut voir aussi que la partie Cloud Gateway se passe par la partie OpenStack Keystone qui est la gestion d'identité et d'authentification du cluster et utilise les API Swift bien entendu. Alors qu'OpenIO AFS, lui, n'utilise pas du tout la partie authentification. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on déploie un cluster de ce type-là, c'est la partie monitoring. La partie monitoring est extrêmement importante. Même si la solution marche bien, il y aura toujours des points de faiblesse sur l'infrastructure, sur l'architecture. Et donc, avoir du monitoring, que ce soit au niveau réseau, nous on utilise Observium en particulier, NetData, qui nous permet de monitorer chacune des machines, donc sa charge CPU, ses accès disques, le nombre d'interruptions au système, etc. Ou la partie plus cluster, donc les applications, les process du cluster, avec le dashboard qui est fourni par OpenIO, et qui nous permet de monitorer précisément voilà, qu'est-ce qui se passe sur le ROX, qu'est-ce qui se passe sur les OIO proxy, qu'est-ce qui se passe sur la conscience, comment est-ce qu'ils gèrent, est-ce qu'ils ont des files d'attente de traitement en cours ou pas. Donc j'insiste un peu sur cette partie-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc on trouve ça complexe, oui, mais pas si complexe que ça à utiliser. Parce qu'à utiliser pour passer d'un site, donc de faire une réplication x3 sur un seul site, à faire une réplication x3 sur deux sites, normalement ça revient à changer une ligne de conf dans le cluster, et après, bien entendu, à taguer chacun des ROX qu'on a sur le deuxième site, comme faisant partie d'un deuxième site. Ça, c'est grâce à ce qu'ils appellent la conscience chez OpenIO. Cette conscience, c'est vraiment le cœur intelligent du cluster qui va pouvoir dire je vais utiliser plutôt ce serveur-là ou plutôt ce serveur-là pour stocker ma donnée à l'instant T. Mais ce qui est bien, c'est que le cluster peut fonctionner sans la conscience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a lancé une fois, la conscience va calculer une espèce de map du cluster et va dire tel serveur est apte à récupérer la donnée à un instant T. Cette map est sauvegardée en fait en local sur chacun des serveurs et si la conscience arrête de fonctionner, chaque service continue de fonctionner avec la map qui n'est juste plus mise à jour. C'est-à-dire qu'on est capable de conserver un cluster fonctionnel pendant relativement longtemps sans avoir la conscience fonctionnelle. Bien entendu, après, il suffit de relancer la conscience ou de réparer le problème qu'on a sur la conscience, que ce soit problème réseau, disque, machine, pour que les scores se remettent à évoluer et donc à répartir la donnée de façon optimale sur le cluster. Monitoring troubleshooting, bon, voilà quelques petites captures d'écran qu'on peut avoir donc avec la partie OpenIO Dashboard dont on a vu une présentation tout à l'heure. Bon, ça c'est l'ancienne version. Des graphes qui nous permettent d'avoir, cette fois-ci avec notre data chez nous, les charges CPU comme je disais tout à l'heure, et le graphe du cluster au niveau réseau, en haut à gauche avec Observium et WeatherMap. Ça, c'est je veux vraiment insister là-dessus, c'est très important de savoir métrer et savoir détecter à partir de ces métriques qu'est-ce qui se passe sur son cluster et où est-ce qu'on a un point de faiblesse. Troubleshooting. La recherche d'erreurs qu'on peut avoir sur un cluster, forcément, elle est assez complexe. On a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, que ce soit les load balancers hard ou software qu'on a en frontal, les load balancers internes, les OIO proxy, les services de stockage, les services de métadonnées, méta 0, méta 1, méta 2. Donc, bref, tous ces éléments travaillent ensemble, mais sont répartis sur un certain nombre de machines. En l'occurrence, chez nous,
à peu près une soixantaine. Retrouver qu'est-ce qui se passe à l'instant T, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 minutes, c'est pas si simple. Donc, à partir de ça, on s'est dit qu'il fallait avoir, si possible, une traçabilité de la requête qui arrive en entrée du cluster jusqu'à l'écriture sur le ROX final. Et donc, on a mis en place tout un système de mécanismes pour tracer réellement la requête de l'entrée à l'écriture des requêtes, de la donnée. On a aussi développé quelques scripts maison pour pouvoir vérifier ce qu'OpenIO nous disait en termes de cohérence de fichiers et d'informations qu'il y avait entre les fichiers qui sont réellement écrits sur disque et ce qu'eux ils nous annoncent dans leur base de données, méta 1, méta 2, méta 0. Et inversement, c'est-à-dire prendre la base de données et vérifier que les fichiers sont réellement là. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, en tout cas en premier lieu en test, pour voir que la plateforme fonctionne comme ce qu'on nous annonce, et qu'on ne va pas avoir de problématiques de perte ou de corruption de data plus tard. Donc quelques évolutions que nous, on prévoit sur ce type de cluster. Déjà, on a 2 sites, mais on n'en a qu'un seul qui est actif. C'est-à-dire qu'on a notre site primaire sur lequel arrivent toutes les écritures en entrée. Ce qu'on veut faire, c'est anycaster des endpoints sur les 2 sites, histoire s'il y a un problème réseau, on va dire sur le réseau public, que le service continue à être accessible depuis le 2e site. Le cluster étant sur un réseau complètement privé et complètement dédié, le trafic réseau peut quand même passer, même si le réseau public n'est plus accessible de partout. Aujourd'hui, on utilise, comme vous avez vu tout à l'heure, 2 copies sur le site primaire et 1 copie sur le site secondaire. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si on perd le site secondaire, ou si on perd juste un disque sur le site secondaire. On est obligé de reconstruire la donnée depuis le site primaire. Mais si on perd le site primaire, on se retrouve avec un site secondaire qui n'a qu'une seule copie. Aujourd'hui, c'est acceptable. On est en train de voir avec OpenIO pour continuer à faire 2 écritures de copies sur le site primaire, mais par contre de passer en erasure coding sur le 2e. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc ça, c'est des choses qui sont en développement, qui, j'espère, vont arriver le plus rapidement possible. Voilà. Après, forcément, notre besoin de stockage augmente. On va ajouter des nouveaux nœuds de stockage. Grâce au fait que la conscience est capable de calculer où sont stockés, où doit être stockée la donnée de façon rapide et surtout quasiment en temps réel, on est capable d'ajouter des nœuds de stockage qui vont être complètement différents de ceux qu'on a eu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des nœuds avec 3 disques. Il y a de fortes chances que dans les mois et les années qui viennent, on passe sur des solutions avec un peu plus de disques, mais plus de CPU aussi. Tout simplement parce que les vieilles machines qu'on avait, au bout d'un moment, on les a toutes utilisées, donc il faut en acheter des nouvelles et on prendra certainement des machines un peu différentes. Donc ça, c'est intéressant. Les évolutions aussi, c'est par rapport à la partie monitoring. Aujourd'hui, OpenIO, quand on prend le support chez eux, viennent et installent toute une partie de monitoring qui est basée sur Diamond, qui est un soft open source de monitoring, enfin de remontée de métriques plutôt vers une base de données NoSQL. C'est très bien, ça marche pas mal. Le seul problème, c'est que c'est du Java et que ça consomme pas mal. Comment il y a une partie... non, c'est la partie InfluxDB qui est en Java, effectivement. Mais en tout cas, ça consomme beaucoup de CPU sur les machines. Effectivement. Donc nous, on est en train d'essayer de basculer de Diamond vers NetData, complètement vers NetData, pour bypasser cette puissance CPU sur nos petits CPU à nous, qui sont des Atom D525, un peu poussifs, il faut bien dire ce qui est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur la présentation, des points que vous voulez explorer, sachant que voilà, c'est un cluster qui a été mis en prod chez un hébergeur, avec des contraintes qui étaient les nôtres, qui ne seront pas forcément les mêmes que les vôtres. Mais en tout cas, voilà, je suis prêt à discuter des différents sujets que vous pourrez avoir chez vous et voir ensemble comment ça peut être résolu. Le cluster est utilisé pour plusieurs clients différents. Est-ce que vous avez des problèmes de voisinage? Je ne sais pas comment le dire en français autrement. Et donc, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que vous avez mis des limites? Et la deuxième question qui est un peu liée,
c'est la taille à peu près du cluster. Je crois que vous avez dit 60 machines. Et en termes de requêtes, en lecture, en écriture, c'est quoi les ordres de grandeur? Allô? Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Alors, effectivement, on a plusieurs clients qui sont sur le même cluster, qui sont sur des comptes OpenStack, Keystone, en termes de gestion d'identité bien différents. Alors, au niveau Keystone, il y a il y a plusieurs niveaux on va dire une espèce de hiérarchie dans les credentials qui partent du projet pour aller jusqu'au container. Chaque client chez nous est complètement isolé au niveau projet dans cette partie-là, et le cluster derrière OpenIO qui l'utilise, qui fait le stockage, lie chacun des objets à un client. Point supplémentaire, nous on utilise pour donc de la backup, on utilise nos applications et notre gateway qui s'appelle Cloud Gateway, dont je parlais tout à l'heure, qui fait du chiffrement. Elle fait du chiffrement à la base. Chaque compte client est chiffré avec ses propres clés publiques-privées. Donc, même si on pouvait, je sais pas, imaginer un bug dans OpenIO et fait qu'un client puisse lire un objet d'un autre client. D'accord. Alors, sur les perfs, ce qu'il faut voir, c'est que notre cluster n'est pas fait pour avoir des grosses performances. On utilise des disques durs qui sont majoritairement en 5400 tours minute. Notre réseau est gigabit en accès à la machine. Contrairement à tout à l'heure à la démo où il y avait du 2,5. Alors, en nombre de requêtes, au final, c'est peu de requêtes par seconde, parce que notre système de gateway qui est devant fait peu de requêtes. C'est-à-dire qu'on va envoyer des très gros chunks sur la base. Par contre, effectivement, on sature très facilement notre réseau en entrée sur le cluster si on le souhaite. C'est-à-dire qu'on est capable facilement aujourd'hui, avec nos 60 machines, de saturer les 2 gigabits qu'on a en entrée, d'accord, en termes de bande passante, mais ça ne représente rien en termes de nombre de requêtes par seconde aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous dire, c'est un cluster qui va pouvoir tenir tant de requêtes par seconde avec des petits objets. Moi, je tiens un nombre de gros objets par seconde en termes de bande passante. Ma problématique aujourd'hui, moi, c'est ma bande passante, c'est pas le nombre de requêtes par seconde sur le cluster. Alors ce qu'il faut voir, c'est que quand je pousse 2 gigabits par seconde sur le cluster, ce qui n'est pas si énorme que ça, globalement, j'ai la moitié aux 3/4 des machines qui font quasiment rien. C'est-à-dire qu'avec la répartition de charge qui est faite en fait par la conscience, qui va dire je vais écrire tel bout sur tel serveur, tel autre bout sur tel autre serveur, en moyenne, j'ai plus de la moitié du cluster qui en pose avant d'être réutilisé. Et c'est absolument pas ça ma limite. Ma limite, c'est vraiment la partie bande passante en entrée. Et même derrière, comme on fait de la réplication x3, quand j'ai 2 gigabits par seconde qui rentrent, j'en ai 6 à un moment donné qui est écrit sur le cluster. Donc c'est-à-dire que j'écris à 6 gigabits par seconde sur le cluster sans aucun problème. Tu avais une deuxième question, je crois, après sur... J'ai pas cette problématique-là aujourd'hui. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, même si c'est un service qui est ouvert à des clients, à des clients qui peuvent l'utiliser en direct, ce cluster-là, il est en 95% utilisé par nous uniquement. C'est-à-dire que globalement, il y a un seul client et c'est moi. D'accord. D'autres questions? Eh bien, merci bien. Si vous avez besoin...